Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode de notre saga Santé 2030, un livre réalisé à partir de l'enquête du LEM. Aujourd'hui, nous allons parler de microbiote, et en particulier du microbiote intestinal, un agrégat dont on dit qu'il contient 100 000 milliards de germes intestinaux, et un agrégat qui n'est pas dû au hasard. Donc le microbiote humain est l'ensemble des micro-organismes, que ce soit des bactéries, des virus, des parasites ou des champignons, qui sont bien sûr non pathogènes, hébergés par le corps humain sur différents sites. Ces germes trouvent leur plus grand développement, bien sûr, dans le microbiote intestinal, à tel point que l'on parle de super-organisme quand on fait référence aux nombreuses interactions qu'il a avec le corps humain. En effet, au-delà de la digestion des aliments, le microbiote intestinal a de multiples autres fonctions que nous allons voir avec notre invité aujourd'hui, le docteur Nadine Serf-Bensussan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur du laboratoire d'immunité intestinale au sein de l'unité 1163 INSERM Université de Paris, à l'Institut des maladies génétiques Imagine. Alors, le microbiote représente donc toutes les bactéries. On dit microbiote ou microbiome d'ailleurs ? On dit microbiote. On dit microbiote. Toutes les bactéries qui sont soit à la surface du corps, soit dans différentes cavités du corps. Alors, microbiome, effectivement, pour l'ensemble les microbiotes. Et puis, aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler surtout du microbiote qu'on trouve dans l'intestin, qui est le microbiote qui contient le plus grand nombre de bactéries. Et on pense aujourd'hui que l'intestin est probablement le site écologiquement le plus dense en bactéries sur la planète. Voilà, parce qu'au début, on disait qu'il n'y avait pas de bactéries ailleurs. En pratique, il y en a un petit peu partout. Et c'est des germes qui sont là en gros, 95% de la masse vivante sur Terre est vraisemblablement des microbes. Et donc, ces microbes ont colonisé tous les écosystèmes possibles sur la planète, y compris nos surfaces et l'intestin. Oui, et on parle de bactéries qui sont commensales sur la peau et qui ont une fonction... Alors, on parle de bactéries commensales, c'est-à-dire qui viennent manger avec nous, partager ce qu'on peut leur offrir à nos surfaces, ou de bactéries résidentes. Et elles ont différents rôles de compétition, on va dire, vis-à-vis des bactéries qui, elles, seraient pathogènes et qui pourraient arriver. Et donc, effectivement, ces bactéries ont un rôle de barrière absolument clé. En s'installant au niveau de toutes les niches disponibles, elles font une compétition pour les nutriments. Elles sont aussi capables de sécréter un certain nombre de substances proches des antibiotiques et donc de s'opposer aux pathogènes. En outre, elles stimulent notre système immunitaire et quelque part le préparent à répondre aux pathogènes. Alors maintenant, si on revient sur le cœur du sujet qui est le microbiote intestinal, donc c'est combien de types de bactéries différentes, combien de gènes ? Alors aujourd'hui, on estime que chaque être humain adulte contient dans son microbiote intestinal environ 200 à 300 espèces différentes. On estime, en gros, pour l'instant, on a identifié environ 3000 espèces bactériennes dans l'ensemble des microbiotes humains. Et c'est des chiffres qui vont sûrement être modifiés parce que c'est des estimations qui sont basées sur des séquences de génomes bactériens plus que sur l'identification elle-même des bactéries, puisque la plupart des bactéries intestinales ne sont pas cultivables. Par ailleurs, on a exploré des microbiotes, surtout dans les pays industrialisés. Et on est aujourd'hui en train de commencer à explorer un grand nombre les microbiotes dans d'autres populations. Et donc, il est vraisemblable que le nombre de ces espèces va croître. Alors, vous avez donné deux notions intéressantes. C'est que la majorité des bactéries intestinales n'étaient pas cultivables. Donc, ça veut dire que tous les travaux qu'on a faits avant de découvrir le séquençage comme méthode d'identification des bactéries, tous ces travaux sont achetés à la poubelle parce que c'était 10% des bactéries intestinales qu'on avait. C'était pas 10%, c'était probablement 30%. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès et on est plutôt probablement autour de 50%. Certains disent qu'ils arrivent à cultiver toutes les bactéries. Personnellement, j'ai encore un certain nombre de doutes parce que probablement, il faut pouvoir... beaucoup de bactéries intestinales sont strictement anaérobies. Alors ça, on sait assez bien faire parce qu'on a des cabinets sans oxygène. Mais probablement, un certain nombre de bactéries dépendent des interactions avec les autres bactéries. Voilà, et donc dès qu'on modifie, ça met en équilibre, ça met une perturbation. Non, ce qu'on connaissait
déjà, avec les techniques de culture, c'était déjà pas mal, mais effectivement, le séquençage a permis d'apporter des connaissances qu'on n'avait pas. Et donc le séquençage, lui, ça veut dire qu'il repère des gènes qui correspondent à des bactéries, et ça nous permet, en fonction de la quantité de gènes qu'on identifie, de pondérer également l'importance de la représentation d'un type de bactérie? Alors, on peut, avec les techniques de séquençage, identifier soit des espèces bactériennes, en particulier quand on s'appuie sur le 6S. On peut, avec d'autres techniques de séquençage, faire un catalogue complet des gènes qui sont présents dans un microbiote donné, donc effectivement avoir une petite idée une idée plus précise de la fonction des bactéries qui sont présentes, avec des restrictions, puisque ce n'est pas parce qu'on voit un gène présent que ce gène s'exprime et a effectivement la fonction qu'on attend de lui dans l'intestin. Alors après, dans l'introduction, je disais qu'il y avait aussi autre chose. La majorité, c'est des bactéries, mais il peut y avoir d'autres germes qui peuvent être soit des virus, des champignons, effectivement, à côté des bactéries, il y a des champignons, des levures, des parasites, des virus en particulier des phages, qui sont des virus de bactéries et qui probablement, dont on connaît encore mal la fonction, mais qui probablement contribuent à la diversité des bactéries et aussi à réguler les populations de bactéries. Donc on a un microbiote qui est stable à peu près pour un individu donné en dehors de circonstances extérieures sur lesquelles on reviendra. Et est-ce que c'est une composition qui est universelle ou est-ce qu'elle est individuelle? Elle est à la fois universelle et individuelle. Les grandes familles de bactéries qui sont présentes dans le microbiote intestinal sont les mêmes chez tous les individus. Elles sont au nombre de 7 et plus particulièrement au nombre de 2, les firmicutes et les Bacteroidetes. Par contre, au niveau des espèces et des souches de bactéries, il y a une très grande diversité, ce qui fait que chaque individu est unique. Et c'est aussi une des raisons qui fait que c'est aujourd'hui très difficile de définir ce que c'est qu'un microbiote normal, sain. Chaque individu est unique, c'est-à-dire que si on prend une famille qui a tout le temps vécu ensemble et qui mange la même chose, il y aura des différences? Oui, il y aura des différences. Il y aura des différences, donc oui. Qui signent cette... Donc il y a les empreintes... Voilà, on peut quelque part se dire qu'on a un microbiote qui pourrait nous servir d'empreinte. Oui. Qui pourrait nous servir d'empreinte. Et quels sont les facteurs qui interviennent le plus dans la composition du microbiote, dans ce que l'on sait aujourd'hui? Est-ce que ça dépend surtout de l'alimentation ou est-ce que ça dépend d'autres facteurs, bien sûr? Alors, l'alimentation, on est aussi aujourd'hui sûr que ça joue un rôle très important, à tel point que on pense que, il est clair aujourd'hui que l'alimentation qu'on a adoptée, l'alimentation qui s'est modifiée avec l'industrialisation, avec en particulier une diminution de la consommation de fruits, de légumes, de fibres végétales et au contraire un enrichissement de l'alimentation en graisses saturées, en sucre rapide et en produits industriels transformés, a modifié notre microbiote, a conduit à une perte de diversité, à un enrichissement dans des espèces plus inflammatoires. Et on pense que ce qu'on appelle cette modification, une dysbiose, contribue à l'émergence des pathologies chroniques qu'on a vu apparaître dans les pays industrialisés. Maladies métaboliques, maladies inflammatoires. Et on voit des modifications de ce microbiote au cours de diverses maladies. Et est-ce qu'on connaît la paternité de simplement, j'ai pas fini. L'alimentation, c'est une chose, mais il y a d'autres facteurs de notre environnement qui ont une influence très importante sur le microbiote. Les antibiotiques, bien sûr, qui ont contribué à réduire la diversité. Les médicaments, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont des effets, que beaucoup de médicaments ont des effets comparables à ceux des antibiotiques. Les polluants, et donc les modifications de notre environnement qui accompagnent l'industrialisation ont considérablement modifié notre microbiote. Et si on revient sur ces germes, donc vous avez parlé de bactéries pro-inflammatoires, mais ils servent à quoi ces germes? Au début, on disait la flore intestinale, ça permet de finir la digestion dans le côlon des aliments qui avaient été prédigérés dans le... Voilà. Il y a deux grandes fonctions. On a déjà parlé de la fonction de barrière, et puis effectivement, il y a une fonction connue depuis très longtemps, c'est la capacité des bactéries à digérer les fibres d'origine végétale. Et ça a sûrement été très utile pendant de nombreuses années, puisque l'alimentation humaine a été très largement basée sur une alimentation riche en fruits, en légumes, et qui était difficile à digérer, et qui apportait peu de calories. Et donc les bactéries nous ont aidés à extraire de l'énergie pour servir notre métabolisme. Aujourd'hui, dans un contexte dans les pays industrialisés où l'alimentation est surabondante, évidemment, ces propriétés des bactéries sont un peu moins désirables. Et il y a d'autres fonctions, donc qui sont des fonctions en rapport avec le système immunitaire. Le tube digestif, c'est un endroit où il y a beaucoup de cellules immunitaires. Oui, alors c'est sûr que on sait aujourd'hui que les bactéries, que le microbiote intestinal de façon générale, pas seulement les bactéries, joue un rôle très important dans le développement de notre système immunitaire.
en favorisant le développement de la barrière immunitaire intestinale, mais aussi en agissant à distance pour favoriser la maturation de notre système immunitaire périphérique. Mais ce n'est pas les seules fonctions du microbiote. On sait aujourd'hui que le microbiote agit à la fois dans l'intestin, où les bactéries peuvent entrer directement en contact avec la paroi de l'intestin, mais les bactéries qui sont dans la lumière intestinale peuvent produire toute une série de facteurs solubles qui, eux, alors les bactéries, Dieu merci, restent dans l'intestin, parce que si elles passaient dans le sang, ça serait des septicémies, ça serait très dangereux, mais les produits solubles que fabriquent en très grand nombre ces bactéries peuvent franchir la barrière intestinale et aller à travers le sang influer la fonction de très nombreux organes. Alors on a vu le système immunitaire, mais c'est vrai pour le foie, le cerveau, le système cardiovasculaire, le rein, etc. C'est-à-dire que c'est une double fonction. Dans le tube digestif, il y a plein de cellules immunitaires, donc là, les contacts seraient plus directs via la paroi. Et après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir sécrétion de substances spécifiques qui sont envoyées et qui peuvent avoir des récepteurs à distance. Et est-ce que, dans tout ça, quand on est malade, est-ce qu'il y a des modifications du microbiote qui ont été identifiées ? Alors oui, les maladies s'accompagnent de modifications du microbiote. Ce qui est le plus facile à percevoir, c'est les maladies inflammatoires du tube digestif. L'inflammation dans le tube digestif va modifier la composition de ces bactéries en éliminant un certain nombre de bactéries qui sont très sensibles à l'inflammation et en permettant l'émergence de bactéries plus pathogènes, plus résistantes à l'inflammation et plus inflammatoires. De façon générale, un certain nombre de maladies s'associent à des modifications du microbiote et peuvent d'ailleurs contribuer à entretenir ou à favoriser ces maladies. Ce qu'on voit très bien, ce qu'on a pu mettre en évidence en transférant des microbiotes dans des modèles animaux. Alors concrètement, comment analyse-t-on le microbiote et comment peut-on le manipuler ? Un reportage de Diane Cacciarella. Valérie est chercheuse et travaille sur le microbiote. Cette partie de l'intestin influence une grande partie de l'organisme, le système immunitaire, mais aussi le cerveau, le système cardiovasculaire ou encore le système osseux. Mais qu'est-ce qu'est réellement cette partie de l'intestin si prodigieuse ? On appelle microbiote l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans l'intestin. Et dans l'intestin, ce sont d'ailleurs essentiellement des bactéries. Et ces bactéries vivent dans ce qu'on appelle la lumière intestinale. Et elles sont séparées des cellules du système immunitaire par un épithélium intestinal qui forme en fait une interface entre ces deux compartiments. Une interface car toutes les bactéries du microbiote ne sont pas bénéfiques pour l'organisme. Il y a les bonnes, comme celles que Valérie étudie, et les mauvaises bactéries. Au laboratoire, nous travaillons plus particulièrement sur la bactérie segmentée filamenteuse, ou SFB, qui a la particularité de venir s'accrocher à l'épithélium intestinal. Et cette proximité avec l'épithélium va renforcer la capacité de cette bactérie à stimuler le système immunitaire et à permettre la protection contre les bactéries pathogènes. Valérie étudie le lien et les interactions entre le microbiote intestinal et l'individu. Dans ce laboratoire, l'individu est une souris élevée sans microbiote dans des bulles stériles. C'est des modèles que nous, on privilégie au laboratoire parce qu'ils ont l'intérêt de nous permettre de pouvoir transférer chez ces animaux qui n'ont pas de microbiote des mélanges plus ou moins complexes de bactéries, voire même une espèce de bactérie, pour pouvoir directement étudier l'impact de cette bactérie sur l'intestin et plus particulièrement sur l'intestin et le système immunitaire de cette souris. Et ce que nous, plus particulièrement, on a pu montrer, c'est que le rôle de la SFB aussi, c'est de renforcer la barrière intestinale, donc cette interface entre les bactéries qui sont présentes dans la lumière intestinale et l'individu lui-même par l'intermédiaire de ce système immunitaire. Les scientifiques ont prouvé que la SFB est présente dans le microbiote humain. Étudier le fonctionnement de cette bactérie chez la souris pourrait donc permettre un jour de s'en servir chez l'homme. C'est ce qu'essaie de faire Gayatri. La première étape, c'est de modifier cette bactérie. Et on est en fait dans cette étape. Et dans le futur, si on a le moyen de le modifier, on va tester cette bactérie modifiée dans une souris et voir cette
expression et voir le résultat. Il y a pas mal d'articles qui montrent que cette bactérie a des pouvoirs qui peut induire le système immunitaire. Je pense que c'est un pouvoir qu'on peut utiliser et créer des nouveaux types de thérapeutiques. Toutes les bactéries du microbiote n'ont pas les mêmes vertus. À l'Institut Pasteur, Ivo étudie les bactéries capables de lutter contre les tumeurs cancéreuses. Et donc ce qu'on a découvert, c'est qu'en utilisant des modèles chez la souris de cancer, que certains composants du microbiote sont essentiels pour que la chimiothérapie ou l'immunothérapie fonctionne et soit capable de contrôler la tumeur. Et donc on a isolé ces bactéries, on les a identifiées. On sait maintenant les mécanismes par lesquels ils agissent. Et donc ce qu'on aimerait maintenant, c'est de voir si on est capable de faire reproduire ça, mais chez des patients. Donc pas nécessairement administrer la bactérie qu'on a identifiée, mais identifier quels sont les composants de cette bactérie qui sont responsables de ces effets et donner que ces composants. C'est beaucoup plus simple que donner une bactérie vivante, parce qu'on a toujours des risques si on donne une bactérie vivante que ça puisse avoir des effets délétères. À terme, le développement de ces travaux sur les animaux pourra permettre d'envisager l'expérimentation chez l'homme. Alors Nadine Servet-Susan, je vous ai vu regarder ce reportage avec beaucoup d'attention. Un premier commentaire déjà ? Je pense qu'il est très bien exprimé une série discuter des travaux qui sont en cours effectivement sur les effets des bactéries sur le système immunitaire, soit pour induire la maturation normale de la barrière immunitaire intestinale dans le cas de Valérie, soit dans le cadre effectivement de moduler le système immunitaire pour favoriser la réponse antitumeur dans le cas de Ivo Bonica. Et donc vous êtes spécialisé dans les interactions entre le microbiote avec le système immunitaire. Est-ce que ces interactions sont indispensables ? Alors, ça n'est pas indispensable, puisque quand on maintient des animaux en conditions stériles, ils se développent parfaitement. Si on maintient aussi des enfants qui ont un système immunitaire déficient dans un environnement stérile jusqu'à ce qu'on ait reconstitué leur système immunitaire avec une greffe de moelle, en fait, ces enfants vont se développer normalement. Par contre, c'est incontournable, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on vit dans un monde qui est dominé par les microbes, et il est vraisemblable d'ailleurs que ces microbes ont façonner notre système immunitaire. Et ça commence quand, les interactions entre le système immunitaire ? Ça commence dans le ventre de la mère ou ça commence à la naissance ? La colonisation par les bactéries proprement dites, aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord pour se dire que ça commence après la naissance. Par contre, comme on l'a dit, il y a des produits solubles qui circulent dans le sang. Donc ces produits solubles peuvent vraisemblablement traverser le placenta et aller chez le fœtus déjà avoir des effets. Et il y a des données chez la souris qui montrent de façon très élégante qu'effectivement, ce passage de produits solubles peut stimuler le système immunitaire du fœtus, enfin du fœtus purin, et aller le préparer à répondre à la colonisation. Donc il ne faut pas manger n'importe quoi pendant la grossesse déjà. Oui. Enfin bon. Aussi, c'est plus compliqué que ça. Comme toujours, il ne faut jamais manger n'importe quoi. Et alors, on disait à un moment qu'il y avait des différences entre les nouveau-nés qui étaient nés par césarienne et ceux qui étaient nés par voie naturelle, qu'ils n'avaient pas la même vitesse de création du microbiote. Ils ne sont pas colonisés par les mêmes germes, parce que quand on est colonisé, quand on naît par voie basse, naturelle, on est colonisé par les germes intestinaux et par les germes du vagin, alors que si on naît par césarienne, on est colonisé en priorité par les germes de la peau de la mère. Néanmoins, très rapidement, alors les microbiotes au départ sont différents, mais au bout de 3-4 mois, ces microbiotes s'équilibrent et on retrouve des compositions très proches. Et donc en 3-4 mois, ça ne permet pas d'observer des différences d'éducation du système immunitaire ? Alors, les données sur les données épidémiologiques sur le risque lié à la césarienne sont assez variables et je trouve personnellement que c'est difficile d'avoir des conclusions. Ce qui est aujourd'hui certain, c'est qu'effectivement un microbiote en début de vie, en tout cas dans les données chez l'animal et chez la souris sont très claires, l'absence d'un microbiote ou un microbiote défectif en début de vie favorise les maladies allergiques et inflammatoires. Chez l'homme, ça a l'air plutôt d'être les traitements antibiotiques précoces qui, en réduisant le microbiote, favorisent l'émergence de maladies allergiques et inflammatoires chez l'enfant plus âgé ou chez l'adulte. Alors justement, sur cette notion d'antibiotique, donc ça abrase une partie des bactéries qui sont dans l'intestin et donc ça diminue la diversité du microbiote. Et donc je vous entends souvent parler de notion de microbiote diversifié par rapport à un microbiote pauvre. C'est-à-dire le fait qu'il y ait plein d'intervenants, c'est un gage d'un meilleur équilibre ? C'est un peu comme dans les écosystèmes sur la Terre.
En tout cas, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est difficile aujourd'hui de savoir exactement ce que c'est qu'un microbiote sain et un microbiote pathologique. Par contre, il y a une corrélation qui a été mise en évidence dans de multiples études entre le fait d'une réduction de la diversité du microbiote et la survenue de pathologies chroniques, maladies métaboliques ou maladies inflammatoires. Donc aujourd'hui, on pense effectivement qu'un microbiote très divers est un gage de santé, qu'un microbiote avec une diversité réduite favorise des pathologies chroniques, surtout que cette perte de diversité s'accompagne de la perte de certaines espèces qui sont clairement bénéfiques et de l'apparition d'espèces plus inflammatoires. Et si on revient sur le traitement antibiotique, il ne détruit pas complètement le système bactérien, sauf quand on veut faire une greffe par exemple, où à ce moment-là on donne des antibiotiques avec un très large spectre, mais le traitement antibiotique de base en ville... Un traitement antibiotique en ville, en fait, ça dépend de l'antibiotique, de la voie d'administration. C'est d'autant plus ennuyeux que si c'est oral. Mais certains antibiotiques donnés par voie intraveineuse peuvent être excrétés par voie digestive. Donc ça dépend de la dose, de la durée, de la nature de l'antibiotique. Néanmoins, même aujourd'hui, ce que disent les infectiologues, c'est que même un traitement court, banal, peut réduire le microbiote. Et en tout cas, si on répète les traitements antibiotiques, on perd progressivement et de façon pérenne la diversité. Donc clairement, les traitements antibiotiques répétés peuvent participer à cette perte de diversité. Et il faut se rappeler que beaucoup d'enfants reçoivent dans les premières années de vie de nombreux traitements antibiotiques. Donc effectivement, les rhinopharyngites, il faut essayer de trouver un moyen de limiter les antibiotiques. Absolument. Et donc quand on a ce microbiote, on a vu aussi, les antibiotiques peuvent donner des complications, c'est-à-dire qu'ils peuvent sélectionner une population de bactéries qui sont très dangereuses, comme Clostridium difficile. Et c'est là d'ailleurs, on revient à la genèse de l'histoire, où on s'est beaucoup intéressé aux microbiotes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont eu l'idée de faire des greffes fécales, c'est-à-dire de transférer un microbiote sain à un malade qui avait des Clostridium, plutôt que de lui donner des antibiotiques, ça traitait ces Clostridium. C'est une vieille technique, puisqu'apparemment les Chinois utilisaient ça il y a déjà 2000 ans. Effectivement, on a redécouvert dans les années 50 la greffe fécale, et surtout récemment pour lutter contre l'infection à Clostridium. Donc c'est une infection qui produit des colites extrêmement dangereuses chez des individus qui ont reçu des traitements antibiotiques répétés ou prolongés. Et du coup, ces traitements antibiotiques ont vidé toutes les niches de l'intestin, permettant l'installation de cette bactérie. Donc on est en fait dans un écosystème qui est vide. Donc quand on fait une greffe fécale et qu'on apporte donc les bactéries venant d'un individu sain, qu'on tente de les réimplanter chez l'individu qui a le Clostridium, on remplit les niches et les bactéries qui sont là tentent à éliminer le Clostridium, et c'est un traitement qui s'est révélé extrêmement efficace. Dans plus de 95% des cas, on arrive à éliminer le Clostridium. Ouais, c'est quasiment un triomphe. Alors qu'effectivement, les Clostridium eux-mêmes redevenaient résistants aux différents antibiotiques qu'on leur mettait. Alors vous travaillez aussi sur les modèles animaux, et donc on a entendu que vous transférez des microbiotes sur des souris, et donc que vous testez différentes fonctions du microbiote, ça, différents types de bactéries. L'avantage des transferts de microbiotes ou de bactéries, de mélange de bactéries voire de bactéries uniques chez des animaux qui au départ n'ont pas de microbiote, ça permet de démontrer de façon claire le mécanisme qui a un effet du microbiote ou des bactéries qu'on étudie, et ensuite d'étudier de façon mécanistique le mécanisme responsable des effets de cette bactérie. Et donc vous testez une bactérie, ou vous testez une population de bactéries avec une surreprésentation de la bactérie? Si je dois revenir à ce que nous on a fait dans le passé, en fait on s'intéressait il y a déjà un bon moment, parce que c'était un travail déjà ancien, on a essayé de comprendre quelles étaient les bactéries du microbiote qui étaient capables d'induire la maturation de la barrière immunitaire intestinale. Et donc on a commencé par mettre une bactérie, deux bactéries, puis on a mis des mélanges de bactéries. On s'est aperçu qu'il y avait une bactérie dont a parlé Valérie, qui est cette bactérie segmentée filamenteuse, qui clairement chez la souris est indispensable pour lancer le système. Voilà. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent le transfert de microbiote pour étudier l'effet de ces microbiotes sur la bactérie, sur les modèles animaux. Et ces transferts de microbiote ont été en particulier très utiles pour démontrer. Au départ,
les études ont été essentiellement corrélatives, essayer d'établir une corrélation entre la composition d'un microbiote et la survenue d'une pathologie. Et ça, évidemment, c'est corrélatif, ça prouve rien. Donc, ce qui est fait de plus en plus, c'est de prendre ce microbiote et de le réimplanter chez une souris et de montrer qu'à ce moment-là, on récapitule les effets du microbiote et qu'on réinduit la maladie du patient dont on a prélevé le microbiote. Et actuellement, avec ces modèles animaux, vous travaillez sur quoi ? Nous, personnellement, on s'intéresse vraiment à l'immunité. À l'immunité intestinale. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous cherchez des pistes pour éventuellement corriger des anomalies du développement immunitaire ? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on aimerait bien comprendre comment la bactérie segmentée filamenteuse agit, parce que si on était capable d'identifier les récepteurs et les produits qu'elle utilise, on pourrait peut-être les utiliser pour stimuler le système immunitaire. Ce qu'a imaginé Pamela Schnupf, enfin Gayetri, que vous avez vu, travaille avec Pamela Schnupf, qui maintenant vient de partir du laboratoire et a monté son propre groupe. Elles aimeraient bien faire utiliser cette bactérie pour la transformer en une plateforme vaccinale contre les entéropathogènes. Passionnant. Alors maintenant, nous allons voir quelles applications la manipulation du microbiote peut donner. Et vous avez souhaité qu'on interviewe le professeur Harry Sokol, gastro-entérologue et chercheur à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, pour ses travaux sur le microbiote dans l'immunité humaine. Bonjour Harry Sokol. Bonjour. Donc vous êtes un spécialiste de l'étude du rôle du microbiote dans l'immunité du patient et vous avez découvert le rôle anti-inflammatoire de la bactérie commensale, Faecalibacterium prausnitzi. Vous nous expliquez comment elle agit sur le système immunitaire ? Oui, bien sûr. Nous avons observé il y a maintenant plus de 10 ans que cette bactérie Faecalibacterium prausnitzi, qui est très importante dans le microbiote des sujets sains, était diminuée de manière drastique chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin et notamment de maladies de Crohn. D'autre part, nous avons observé que plus cette bactérie était à un taux faible, plus les patients avaient un risque élevé de faire une poussée inflammatoire de la maladie. Nous avons donc émis l'hypothèse que cette bactérie pourrait avoir des effets anti-inflammatoires et effectivement, nous avons observé ces effets à la fois sur des modèles de cellules et des modèles animaux en souris. Ensuite, pendant à peu près 10 ans, nous avons travaillé pour identifier les mécanismes par lesquels cette bactérie agit et nous avons pu observer que, d'une part, il y avait des molécules présentes sur la bactérie qui vont avoir des effets sur le système immunitaire en induisant une tolérance, c'est-à-dire grossièrement un effet anti-inflammatoire, et d'autre part, il y a des molécules qui sont produites par cette bactérie lors de sa croissance qui vont avoir des effets cette fois-ci sur les cellules de l'épithélium de l'intestin en bloquant un certain nombre de voies de l'inflammation. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il existe des compositions du microbiote ou des bactéries qui sont associées à certaines maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin ? Oui, il y a certaines bactéries dont le taux augmente chez les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin et on a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui suggèrent que ces bactéries jouent un rôle pro-inflammatoire. C'est le cas par exemple de Escherichia coli, avec notamment un certain type d'Escherichia coli avec des propriétés d'adhésion et d'invasion qui sont particulièrement présentes chez les patients atteints de maladies de Crohn. Également une autre bactérie de ce type qui s'appelle Ruminococcus gnavus ou encore Fusobacterium nucleatum. Et est-ce qu'il est possible de corréler certaines anomalies du microbiote ou certaines bactéries même avec des résistances ou des récidives sous traitement des MICI ? Donc le champ de l'utilisation du microbiote comme biomarqueur pour prédire la réponse au traitement est aujourd'hui en explosion. Il y a énormément d'études sur ce sujet. Néanmoins, les études restent encore relativement de petite taille. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que le microbiote semble utile pour prédire la réponse à certains de ces traitements ou encore la survenue d'une rechute, par exemple après une chirurgie pour une maladie de Crohn. Néanmoins, l'utilisation en pratique aujourd'hui ne se fait pas et aujourd'hui, on n'utilise pas le microbiote pour prédire la réponse au traitement. Peut-être que ça sera le cas dans quelques années. Alors vous êtes impliqué dans différentes études sur les maladies inflammatoires du côlon et de l'intestin, le Crohn et la rectocolite hémorragique. Est-ce qu'il est possible d'agir sur le microbiote pour modifier l'évolution des MICI ? Est-ce que cela aussi peut être le cas pour d'autres maladies ?
Donc, dans notre équipe hospitalière, cette fois-ci, nous travaillons effectivement sur la transplantation de microbiote fécal. J'ai coordonné une étude dans la maladie de Crohn, une petite étude pilote dont les résultats sont en cours de publication et qui suggère un effet positif, même si ce sont des données préliminaires. Nous avons commencé très récemment une grande étude, cette fois-ci dans la rectocolite hémorragique, pour lesquelles, bien sûr, les résultats sont en attente. Et nous espérons commencer début 2020 une étude également de grande ampleur dans la maladie de Crohn. Les données de la littérature, les études publiées actuellement sont exclusivement dans la rectocolite hémorragique et suggèrent que la modulation du microbiote par la transplantation fécale pourrait avoir un effet positif. Néanmoins, on n'est pas du tout sur des taux de réponse proches de 90 ou 100%, comme on peut l'observer par exemple lorsqu'on fait une transplantation fécale pour une infection à Clostridium difficile, mais on est plutôt sur des taux de réponse de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est toujours mieux que le placebo, mais évidemment pas un traitement aussi magique que ce que l'on pourrait attendre. Et ce que ces éléments suggèrent, c'est que finalement ces maladies inflammatoires de l'intestin, certes le microbiote est un acteur, mais ce n'est pas le seul acteur. Il y a évidemment la composante immunitaire, génétique, et que donc probablement si on veut atteindre des taux d'efficacité importants, il faudra combiner des traitements qui vont cibler l'immunité et d'autres qui vont cibler le microbiote intestinal. Alors, on a décrit également des greffes fécales au cours des allogreffes de moelle avec des effets sur les portages des bactéries multirésistantes. Quelles autres applications cliniques de cette manipulation du microbiote voyez-vous ces prochaines années en clinique humaine ? Donc le microbiote, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que finalement, il a un rôle dans énormément de maladies différentes, avec des études à la fois chez l'homme qui montrent des altérations du microbiote et également des études chez la souris dans des différents modèles de maladies. Néanmoins, aujourd'hui, on ne sait pas encore quel est le poids du microbiote dans ces différentes maladies, dans toutes les maladies auxquelles on peut penser. Et il est tout à fait possible que dans certaines maladies, le poids du microbiote soit relativement important, comme par exemple dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Et dans ce cas-là, on peut attendre un effet intéressant d'une manipulation du microbiote. Et inversement, dans d'autres maladies, il est tout à fait possible que ce poids du microbiote soit beaucoup plus faible et donc qu'une intervention sur le microbiote soit moins performante. Néanmoins, si on pense à toutes les maladies dans lesquelles aujourd'hui on sait que le microbiote est impliqué, il y a bien sûr les maladies inflammatoires de l'intestin. On peut penser au syndrome de l'intestin irritable pour lequel on a quelques études qui sont assez discordantes, des effets positifs parfois, des effets négatifs dans d'autres études. Il y a également le syndrome métabolique, le diabète et l'obésité pour lesquels on a des petits effets après transplantation fécale mais qui sont clairement pas suffisants pour espérer traiter, en tout cas par transplantation fécale, ces patients. Ensuite, il y a d'autres maladies encore qui sont potentiellement impactées. Ce sont les maladies inflammatoires hors de l'intestin. On peut penser aux maladies rhumatismales, les arthrites. Pourquoi pas les maladies neurologiques comme la sclérose en plaques. On n'a actuellement pas de données chez l'homme suggérant que ce traitement pourrait être efficace. Et enfin, on peut également imaginer l'utilisation de ce type de traitement dans les maladies neuropsychiatriques comme l'autisme, la dépression. Mais là encore, on a des données relativement faibles et aujourd'hui, il n'est pas question d'utiliser ce type de traitement en pratique quotidienne. Merci Harry Sokol. Nadine Serve-Bensussan, vous avez un commentaire à faire sur ces études ? Il a tout à fait bien cerné la question. Il y a aujourd'hui la seule indication de la transplantation fécale, c'est le Clostridium difficile. Beaucoup de gens se battent pour essayer d'appliquer ça dans le cadre des maladies inflammatoires où là clairement l'implication du microbiote dans le déclenchement ou l'entretien de la maladie est absolument claire. La question qu'il a un petit peu pas tellement abordé et le fait que un petit peu abordé, c'est que c'est pas facile en fait de restaurer un microbiote normal dans un contexte inflammatoire. L'écosystème intestinal est tellement bouleversé par la réponse immunitaire qu'en fait, si on remet des bactéries à un microbiote normal, il va très très vite à nouveau être sélectionné par l'inflammation pour faire réapparaître les bactéries pathogènes et éliminer les autres bactéries. Et ce qu'a imaginé de faire Harry dans la maladie de Crohn, c'est d'ailleurs déjà de traiter l'inflammation en traitant les patients par les corticoïdes
corticothéroïdes, de mettre le patient en rémission et ensuite de donner le microbiote pour maintenir la rémission et faire qu'effectivement le cercle vicieux qui se crée au cours des maladies inflammatoires de l'intestin entre ce microbiote qui devient de plus en plus inflammatoire, l'inflammation du tube digestif, qu'on puisse couper ce cercle vicieux et rétablir un cercle vertueux qui va maintenir la rémission. Et est-ce qu'on sait ce qui se passe quand on fait une greffe fécale dans le cadre du Clostridium difficile, donc des malades qui ont eu des antibiotiques et qui ont une population complètement de travers avec une surexpression de ces Clostridium, on leur fait une greffe fécale avec un microbiote entre guillemets normal, qu'est-ce que ça devient? Ils gardent ce nouveau microbiote ou ça, petit à petit ça évolue vers un microbiote composite? Je pense que progressivement le microbiote, enfin le cas de Clostridium difficile... Par rapport à cette question de la signature individuelle, on disait. Oui, alors ça je ne sais pas si ça a été si bien étudié, en tout cas je ne connais pas forcément les données. J'imagine que progressivement ce microbiote va se rééquilibrer, va s'adapter et se rééquilibrer avec les bactéries qui étaient déjà là, qui n'ont pas été complètement éliminées, ou d'autres bactéries de l'environnement qui vont revenir Donc on voit un phénomène très complexe, c'est-à-dire un phénomène vivant qui varie en fonction de beaucoup de choses, l'équilibre, et de l'immunité. Voilà, absolument, c'est un équilibre dynamique qui est difficile à contrôler, c'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça de le manipuler. Et alors justement, qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin dans la manipulation de ce microbiote et la compréhension de ces énormes, d'un nombre incroyable d'interactions qu'il doit y avoir? Le nombre, arriver à modéliser la complexité des interactions entre les bactéries d'une part, entre l'hôte et les bactéries d'autre part, reste aujourd'hui quand même une sacrée gageure. Il va falloir arriver à maîtriser ça mieux pour pouvoir effectivement bien essayer de prédire l'effet d'une bactérie qu'on mettra dans l'intestin. Ivo Bonecca a dit tout à l'heure qu'en fait aujourd'hui ça serait peut-être plus simple d'identifier les produits solubles qui médient les effets des bactéries pour pouvoir utiliser ces produits solubles pour reproduire l'effet de bactéries, les effets qu'on juge bénéfiques des bactéries. C'est effectivement une piste peut-être intéressante à côté des probiotiques et des prébiotiques. Et donc on peut analyser le fonctionnement des gènes d'une personne en faisant une analyse de tout ce qu'elle sécrète, du fonctionnement de ces gènes. Est-ce qu'on peut mettre ça en regard de population de microbiote? Alors, c'est pas très simple. On peut effectivement faire le catalogue des gènes qui sont présents. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de prévoir parce qu'un gène est là qui va avoir une fonction. Donc après, il faut utiliser des techniques encore aujourd'hui beaucoup plus compliquées qui sont la transcriptomie, qui consiste à essayer de regarder ce que les gènes, à un moment donné, dans le microbiote, font, en sachant que pour l'instant on sait surtout étudier le microbiote fécal, alors qu'en fait il faudrait savoir comment ces gènes s'expriment bactériens dans le reste de l'intestin. C'est une autre gageure parce qu'il faut aller les chercher à cet endroit-là. On peut aussi essayer d'étudier les protéines qui sont produites par ce microbiote ou les métabolites solubles. C'est la métabolomique. Donc il va probablement falloir combiner ces différentes approches et puis ensuite utiliser des méthodes informatiques complexes et de l'intelligence artificielle pour essayer de mettre tout ça ensemble et avec les données chez les patients et essayer de faire des modèles. Mais c'est en route, ça progresse très vite. Néanmoins, je pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Et donc, pour le moment, tout ce qui est enrichissement de l'alimentation avec des probiotiques, c'est-à-dire des bactéries, les données sont limitées sur leur efficacité. Les données sont limitées. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement, compte tenu de ce qu'on sait du rôle de l'alimentation sur la composition de notre microbiote et le fait qu'on a perturber profondément notre microbiote en utilisant une alimentation qui n'a plus suffisamment de fibres et qui contient trop de graisse et trop de sucre rapide, vraisemblablement, il faut qu'on revienne à une alimentation plus raisonnable. Mais bon, l'alimentation n'est pas le seul facteur qui, dans notre environnement, perturbe notre microbiote. Les antibiotiques, donc c'est probablement toute une stratégie qu'il faut remettre. Et l'intervention des prébiotiques, donc qui vous paraît être plus intéressante, c'est-à-dire des substances qui vont favoriser le développement de certaines bactéries ou qui vont les remplacer. Comment on appelle ce qui remplace?
Alors, les prébiotiques, c'est en fait finalement des fibres végétales qui peuvent être consommées par les bactéries et pour faire toute une série de facteurs solubles, de produits solubles justement utiles, comme par exemple les acides gras à chaîne courte, qui ont beaucoup d'effets bénéfiques. Gamma-butyrique et des choses comme ça. Voilà, le butyrate. Néanmoins, ces prébiotiques, on sait qu'ils peuvent avoir des effets indésirables, en particulier sur le foie, et donc il faut probablement apprendre à mieux connaître leur utilisation avant de les utiliser. Et encore une fois, l'idée de revenir peut-être à l'identification de produits solubles du microbiote pour utiliser ces métabolites est peut-être une piste intéressante. Alors, cette émission est terminée, on pourrait la continuer assez longtemps, tellement elle est passionnante. Donc le microbiote, c'est vraiment une nouvelle donnée de la santé humaine avec des applications potentielles qui sont assez larges. C'est quoi votre conclusion, votre take-home message à l'américaine? Voilà, ce que je pense, c'est que le microbiote est vraiment un déterminant absolument clé en santé et dans les maladies, qu'il faut absolument apprendre à le connaître et à mieux maîtriser sa composition, et que c'est en outre quelque chose de très important comme facteur de relais de l'environnement, puisqu'il intègre toute une série d'influences de l'environnement. Et le microbiote, on sait aujourd'hui qu'il y a des modifications très importantes du microbiote à la fois du sol, des plantes, du microbiote des animaux, et l'ensemble de ces microbiotes contribuent à amplifier les modifications de notre environnement sur notre propre organisme. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à connaître. Eh bien, cette émission est terminée. Merci beaucoup, Nadine Serven-Sussand, pour nous avoir éclairé sur ce sujet, donc, qui est un sujet d'avenir. Pour ceux qui seraient intéressés par l'intégralité du livre Santé 2030 qui a inspiré cette émission, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site du LEM, dont l'adresse s'affiche en ce moment sur votre écran. Merci beaucoup au LEM qui nous a permis de réaliser cette émission en complète indépendance rédactionnelle. La formidable aventure de la Santé 2030 continue lors d'une prochaine émission, et à très bientôt.